Bonjour à tous et à toutes. On va pouvoir commencer ce webinaire sur la gouvernance associative, donner du sens et animer les instances. Euh, voilà, merci à tous et à toutes d'avoir partagé d'où vous venez, de quelle association et de quel territoire. On voit qu'il y a une belle diversité de personnes dans ce webinaire, donc on vous remercie vraiment pour votre présence. Euh, Avant de prendre un petit moment pour présenter les personnes intervenantes, quelques informations sur les modalités techniques. Donc, comme vous avez pu le voir, les personnes qui suivent ce webinaire ne peuvent pas allumer leur micro et leur vidéo. C'est réservé aux personnes intervenantes. Vous, par contre, vous pouvez sans aucun souci interagir au travers du chat. Donc, que ce soit en posant des questions ou en rebondissant sur des choses qui auraient été partagées. Voilà, on a une partie de l'équipe qui est derrière son écran et qui pourra vous répondre au fur et à mesure sur certaines d'entre elles. Et puis, on prendra naturellement un temps pour répondre à vos questions au terme de ce webinaire. Voilà, et pour répondre à une question pratique qui avait déjà été posée dans le chat, ce webinaire est enregistré et donc il sera tout à fait possible d'accéder en replay et voilà, de le diffuser au sein de vos associations si vous avez envie d'ouvrir un espace d'échange à son propos. Donc, je vais lancer le cycle de présentation en me présentant. Donc, je m'appelle Fanny Viry, je suis cofondatrice de l'Institut Transition, que je présenterai davantage ensuite, puisque c'est l'organisation qui est à l'initiative de ce webinaire. Et je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Anciela, qui est une association lyonnaise qui a pour objectif de donner envie d'agir aux personnes sur les questions d'écologie et de solidarité, et également de les accompagner dans leurs engagements et leurs initiatives. Donc, ces questions de gouvernance, je les vis à deux endroits, au sein de l'Institut Transition, qui est un institut de formation associatif, et au sein de cette association. Et je suis amenée à travailler sur l'animation de ces instances de gouvernance, d'où ma présence dans l'animation de ce webinaire. Je te passe la parole, Guillaume, si tu peux te présenter et nous dire un mot sur recherche et solidarité. D'ailleurs, il y a un petit bug de logo, j'en suis désolée. Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Plaisant, je suis enseignant-chercheur, enfin, maître de conférence pour tout à fait précis à l'Université de Bordeaux en sciences de gestion et je me suis effectivement spécialisé sur les questions de gouvernance des associations entre autres. On a la chance en plus à Bordeaux d'avoir un management, un master 2 en management des organisations à but non lucratif. Donc effectivement c'est un sujet qui est important dans ma vie en tant que chercheur et en tant qu'enseignant. Et je suis par ailleurs vice-président de Recherche et Solidarité, qui est un réseau d'experts et d'universitaires qui, tous ensemble, nous sommes au service de la solidarité en général et du monde associatif en particulier, avec deux objectifs. Le premier, celui d'améliorer la connaissance avec des enquêtes que nous faisons auprès des acteurs, auprès des Français, puis parfois dans des terrains plus spécifiques. Et puis de partager cette connaissance, bien sûr, avec des publications que vous avez peut-être déjà croisé dans le passé, et puis toute la vulgarisation aussi que nous faisons, puisque une partie de l'équipe, comme je l'ai dit, est composée de chercheurs. Et recherche et solidarité, c'est vraiment un très bel outil pour toutes les associations pour essayer de comprendre les dynamiques autour de l'engagement, du don, enfin de tout un tas de choses. Donc, je recommande vraiment de plonger dans leurs études qui sont vraiment très accessibles et qui feront sûrement écho à ce que vous pouvez vivre au quotidien. Sylvain, est-ce que je peux te passer la parole? Ouais, merci Fanny. Bonjour à toutes et tous. Merci à l'Institut Transition pour l'invitation à intervenir aujourd'hui sur ce webinaire sur ce sujet clé pour le monde associatif qui est la question de la gouvernance. Peut-être rapidement le RNMA, le Réseau national des maisons des associations, dont je suis délégué général, euh, pour vous présenter un petit peu d'où je peux vous parler.
C'est un réseau qui regroupe aujourd'hui une centaine de membres dont la mission est d'accompagner les associations dans leur développement à l'échelle de leur territoire. On a la spécificité d'avoir dans le réseau deux statuts pour nos structures adhérentes, à la fois des structures associatives et des structures issues de collectivités. Et donc, on va retrouver des structures comme des maisons des associations, qu'elles soient associatives ou municipales, à certains moments des services de collectivité, à d'autres endroits, ce sera des points d'appui à la vie associative. En tout cas, ce qui fait fil rouge dans l'ensemble du réseau, c'est cette question d'appuyer le développement de la vie associative sur les territoires. Et à ce titre-là, le réseau a trois grandes missions. La première, c'est de créer des synergies entre tous nos membres, entre toutes ces structures. Bon, c'est évidemment des rencontres régulières comme celles qu'on va pouvoir faire à Nantes prochainement sur la question des mutualisations. Et c'est beaucoup d'échanges de pratiques au travers de groupes de travail divers et variés. Une deuxième fonction qui est vraiment de renforcer cette question de l'accompagnement de la vie associative par de l'appui, par de l'outillage, par de la formation de nos membres sur plein de sujets comme celui de l'engagement qui nous anime aujourd'hui. Et valoriser également la contribution, troisième grande mission, valoriser la contribution des associations à la construction des projets de territoire. Et donc là, ça va passer par de l'observation également. Alors, en complémentarité, j'ai envie de dire, de ce que fait Rechercher Solidarité, qui va documenter, on va dire, les grands enjeux de la vie associative. Nous, l'idée, ça va être plutôt à l'échelle locale de comprendre comment se structure un tissu associatif par des enquêtes, des observations locales, et permettre aux décideurs locaux de travailler sur ces enjeux-là et d'être un peu outillés. Et on va également travailler sur les questions de coopération et de co-construction à l'échelle des territoires, sujets qui nous semblent particulièrement importants et qui sont un peu dans l'ADN de notre réseau, ayant à la fois des collectivités et des associations. Voilà, cette question de la co-construction de l'action publique nous intéresse particulièrement. Merci beaucoup. C'est vrai que ça avait beaucoup de sens pour nous d'avoir une structure qui est réseau et qui propose de l'accompagnement aux structures associatives sur ces enjeux de gouvernance. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être là. Peut-être un petit mot pour vous présenter l'Institut Transition. Donc, comme je le disais, l'Institut, c'est un organisme de formation associatif et non lucratif qui a été créé à Lyon en 2019, mais qui accueille des personnes qui viennent de toute la France. Notre particularité, c'est qu'on s'adresse vraiment aux personnes et aux structures qui agissent dans le champ des solidarités et de l'écologie pour leur permettre de mener à bien leur mission. On a 3 missions centrales. Une première mission de formation et d'accompagnement de personnes en évolution professionnelle. Donc, c'est des personnes qui viennent de tout un tas de secteurs d'activité, mais qui, à un moment donné, vont être en quête de sens et d'utilité et ont envie de se repositionner professionnellement, souvent en rejoignant des associations pour contribuer sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Donc voilà, c'est un programme qui s'appelle Nouvelle Voie. Notre deuxième mission, c'est une mission plutôt de formation et d'outillage des équipes, des associations ou des entreprises engagées sur les questions d'écologie et de solidarité. Donc, on propose des formations courtes qui sont vraiment sur le fonctionnement, le développement des structures. Je vous donnerai quelques exemples ensuite. Et on propose aussi une lettre qu'on appelle la lettre solution. C'est une newsletter qu'on reçoit tous les mois et qui propose un certain nombre de ressources, soit produites par l'Institut. Par exemple, on a un podcast sur des outils, des méthodes qui pourraient être mobilisés dans vos structures, soit des décryptages juridiques sur un certain nombre de problématiques. Et on relaie également les ressources d'autres structures, d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On essaye que ce soit vraiment un outil aidant pour chacune de vos structures.
Troisième mission, une mission plutôt d'accompagnement et de formation, d'associations de solidarité, d'éducation populaire, d'action sociale, de la culture, du sport, enfin, voilà, toutes ces structures qui sont porteuses vraiment de valeurs et qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin dans le champ de la transition écologique. Donc on propose également des formations courtes ou un accompagnement un peu plus long. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à nous sur l'une de ces dimensions, ce sera toujours avec plaisir. Et donc pour vous donner quelques exemples plutôt de formations courtes qui sont très en lien avec le thème d'aujourd'hui, on propose des formations sur l'animation de la vie associative, sur comment on suscite, on accueille, on accompagne le bénévolat. On en a également sur la réponse à appel à projet, le management d'équipe, l'organisation du travail. Voilà, c'est différents sujets, différentes problématiques qui nous semblent très présentes dans la vie des associations et sur lesquelles on essaye d'être ressources. Alors un dernier mot avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet pour vous dire que ce webinaire sur la gouvernance associative, c'est le premier d'un cycle dédié à la vitalité des associations. Donc, je vous dirai un petit peu plus sur le programme d'aujourd'hui, mais je vous présente également les 2 webinaires suivants si vous ne les aviez pas vus passer. On se retrouvera prochainement pour réfléchir aux relations entre personnes salariées et bénévoles au sein des associations, avec un double enjeu, clarifier les rôles pour que chacun ait une place et en même temps faire équipe par-delà les différences de statut, de temporalité, de légitimité. Voilà. Et on aura un dernier webinaire sur la formation des bénévoles et sur comment on peut aider les bénévoles à monter en compétences et comment ça peut être aussi vecteur de cohérence et de sentiment d'équipe au sein de l'association. Alors pour notre programme d'aujourd'hui, on va avoir 4 séquences qui va permettre aux uns et aux autres de prendre successivement la parole. Une première séquence que j'introduirai sur les fondamentaux de la gouvernance associative. Donc voilà, je dirai un certain nombre de choses que vous savez probablement déjà, mais pour qu'on reparte tous du même point. Ensuite, je donnerai la parole à Guillaume pour une séquence sur le profil et les enjeux des dirigeants et dirigeantes associatives. Voilà, il s'appuiera sur une recherche qui vient de sortir et qui s'avère vraiment passionnante, qui fera sûrement écho à un certain nombre de choses que vous pouvez vivre. Une troisième séquence proposée par Sylvain sur comment est-ce qu'on anime et on accompagne des instances, puisque quand bien même on serait convaincu de la pertinence de cette gouvernance partagée, il faut aussi la travailler. Donc, il nous partagera un certain nombre de réflexions et de pratiques sur lesquelles on pourra s'appuyer. Et on finira par un quatrième temps, à nouveau avec Guillaume, sur le renouvellement des instances de gouvernance. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que des nouvelles personnes puissent prendre la suite et permettre à l'association de s'inscrire dans la durée. Et donc, on aura un dernier temps de réponse aux questions à la fin de ces 4 séquences. Alors, d'abord, les fondamentaux de la gouvernance associative. Donc pour définir très rapidement cette notion de gouvernance, c'est vraiment l'idée de penser et d'organiser le pouvoir au sein de l'association avec quand même une boussole dans tout ça qui est vraiment le projet associatif, puisque le projet associatif, on reviendra dessus, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce pourquoi on va agir tous et toutes ensemble. Et donc le but du pouvoir, c'est bien de créer des espaces de réflexion et de décision qui sont au service de ce projet associatif pour qu'on puisse réaliser concrètement ce qui nous avait mis collectivement en mouvement. Ce qui est intéressant à avoir en tête quand on a envie de travailler cette question de la gouvernance, c'est qu'il y a 2 types de gouvernance, enfin, en tout cas 2 natures de gouvernance qui sont présentes au sein d'une association. Le premier type, ça va être ce qui est la gouvernance formelle, qui va être définie par les statuts, je reviendrai dessus. C'est souvent en premier lieu à cette gouvernance-là qu'on pense quand on réfléchit à la gouvernance associative. Mais il y a aussi une autre type de gouvernance qui est plutôt la gouvernance informelle qui est présente et sur laquelle je m'arrêterai ensuite. Donc d'abord pour la gouvernance formelle,
Nous sommes en tant qu'association très libres finalement de nos fonctionnements et le fonctionnement va être défini en premier lieu par nos statuts qui vont prévoir dans quelles instances la gouvernance de l'association va pouvoir se construire et se vivre. Donc là, ce que je voulais vous proposer, c'était de revenir sur les instances les plus classiques en disant ce qui est couramment traité par chacune d'entre elles, sachant qu'en fonction de notre culture, notre vision, on a des marges de manœuvre relativement importantes du moment que c'est bien prévu et encadré par les statuts de l'association. Donc, première instance, qui est l'instance la plus large, l'Assemblée générale. Celle-ci a vocation à rassembler toutes les personnes qui sont membres de l'association, qui vont être conviées à cette occasion-là. Et elle se réunit dans ce cas-là généralement de manière annuelle et a pour objectif d'assurer la gestion transparente de l'association, notamment en proposant une mise au vote du rapport d'activité et du rapport financier de l'association, après avoir présenté le rapport moral sur ce qui a été vécu au sein de l'association. L'Assemblée générale, c'est aussi un moment où on va élire les personnes représentantes, soit au conseil d'administration, soit au bureau, en fonction des statuts de notre association. Donc voilà, l'AG, c'est un temps fort de la vie associative, puisque c'est un moment quand même de prise de recul et de relecture sur ce qui a été vécu l'année précédente, et également de projection sur les mois à venir pour se redire où est-ce qu'on va ensemble et quels sont les objectifs stratégiques qui vont nous permettre d'avancer dans la même direction. Deuxième instance de gouvernance très présente dans les associations, le conseil d'administration. Donc, celui-ci émane de l'AG. Enfin, les administrateurs, administratrices sont élus en AG et donc se rassemblent au sein du conseil d'administration. Généralement, le conseil d'administration, il a vocation à être un espace de construction et de validation de la stratégie de l'association. Donc, pour déterminer où est-ce qu'on va, comment on y va, il est garant que le projet associatif est bien vécu dans les actions quotidiennes de l'association. Et ça va être aussi un espace potentiellement de construction du budget, de suivi financier. Donc, c'est un espace vraiment stratégique de la vie associative. Dernière instance, le bureau. Donc, quand il existe. Donc, c'est une émanation du conseil d'administration. Les membres du bureau sont élus au sein du conseil d'administration et ils vont être les représentants légaux de l'association. Le bureau, il a vocation à être garant de l'exécution de tout ce qui a été construit, réfléchi au sein du conseil d'administration dans la vie plus quotidienne de la structure. Voilà, donc je fais très rapidement. Vous aurez peut-être constaté qu'il y a des choses qui ne se vivent pas tout à fait de la même manière dans vos associations. C'est normal puisque chaque association a vocation à réfléchir à sa manière aussi de faire vivre ces instances-là, de manière à ce que ça ait du sens pour leur réalité associative. Pour revenir davantage sur la gouvernance informelle, ça va renvoyer à plusieurs choses. En premier lieu, c'est tous les espaces de réflexion et de décision qui peuvent exister dans l'association en dehors de l'AG, du conseil d'administration ou du bureau. Il est tout à fait possible de réfléchir à des cercles qui ne sont pas des cercles de réflexion statutaires, mais qui vont rassembler des personnes qui vont travailler sur une démarche en particulier, sur un sujet en particulier. Cercles qui peuvent rassembler des bénévoles qui ne sont pas élus, mais qui sont vraiment dans l'action de terrain. Si je vous donne un exemple, au sein de mon association, Anciela, on a bien sûr un bureau et un conseil d'administration qui fonctionnent et qui sont vraiment prévus par nos statuts. Mais en plus de ça, chaque démarche structurante de l'association a un cercle de personnes qui sont les personnes bénévoles très impliquées dans la démarche et qui vont régulièrement faire des points sur où en est la démarche, où est-ce qu'on va ensemble, de manière à ce qu'il y ait une gouvernance qui se mette en œuvre aussi à l'échelle de la démarche,
avec bien sûr une validation ensuite par le conseil d'administration. Mais ce qui permet d'associer une plus grande diversité de personnes aux prises de décision, de manière à ce que voilà, il y ait une vraie articulation entre l'action de terrain et le conseil d'administration. Par ailleurs, la gouvernance informelle, ça va renvoyer aussi je dirais, à l'expérience associative, c'est-à-dire, à la question de l'atmosphère, à la question de la qualité des relations, à la question de l'accueil, du processus d'intégration. Enfin, c'est des choses sur lesquelles, Guillaume et Sylvain reviendront ensuite, mais qui font partie intégrante de la gouvernance au sens où toutes ces dimensions-là, l'expérience qu'on vit au sein de l'association va énormément jouer sur, est-ce que je me sens capable et légitime de prendre la parole? Est-ce que je me sens capable et légitime de prendre des responsabilités par la suite? Donc, je dirais que les choses commencent à cet endroit-là et il y a déjà quelque chose d'une sorte de pouvoir qui s'exerce à cet endroit-là. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire que il faut penser ces deux gouvernances. Il faut penser la gouvernance formelle, il faut penser la gouvernance informelle, et il faut se dire que l'une est certainement la condition de l'autre. C'est-à-dire que s'il y a peu d'espace de réflexion partagée, s'il y a une difficulté des personnes à prendre leur place au sein de l'association, il y a fort à parier que derrière, on aura une difficulté à renouveler les instances formelles parce que les personnes se sentiront peu à même de se positionner à l'intérieur. Voilà. Et ce que je voulais redire, c'est que ben voilà, la gouvernance, c'est une des conditions premières de la vitalité associative. Une association qui fonctionne bien, c'est une association qui arrive à générer une vraie dynamique collective au service d'une vision partagée. Et donc tout ça, c'est bien sûr permis par la gouvernance mise en œuvre au sein de la structure. Ces fondamentaux-là étant reposés, je vais passer la parole à Guillaume pour qu'il puisse nous partager un certain nombre d'éléments sur les parcours et les profils des personnes dirigeantes des associations, avec bien sûr aussi des enseignements sur ce que ça peut nous amener à penser et à mettre en œuvre pour que ça se passe le mieux possible pour elles. Donc, je te donne la parole, Guillaume. Merci beaucoup, Fanny. Donc, premier élément quand même à vous préciser sur cette enquête, donc c'est une étude qui a été menée par trois partenaires initiaux, puis ensuite ça s'est ouvert assez largement, et donc je veux peut-être commencer par là d'ailleurs, pour dire que on peut faire des études et de la recherche par ailleurs, puisque nous sommes trois enseignants-chercheurs engagés dans cette dynamique par ailleurs, de manière co-construite, bien sûr. Vous le voyez, donc Recherche et Solidarité, le mouvement associatif, la CRES de Bourgogne-Franche-Comté, et tant d'autres acteurs qui ont participé à la réflexion autour, pas seulement de la construction de l'étude, mais aussi de l'analyse de l'étude. C'est-à-dire qu'on a fait, avec Recherche et Solidarité, donc la partie statistique, et avec ce très vaste consortium, j'ai envie de dire, de partenaires, on a fait des analyses qui relèvent de tout ce que je vais vous présenter maintenant et qui ont effectivement des enseignements que je vais pouvoir vous présenter dans quelques secondes. Donc, un élément logistique qui est celui du nombre de répondants. Donc, je l'ai dit, on était en Bourgogne-Franche-Comté. C'est une enquête qui date de 2024 et qui a donné lieu, vous le voyez, à un nombre très conséquent de réponses, 1352 sur une région. C'est tout à fait massif. En tout cas, en termes de recherche, c'est exceptionnel. Et ces résultats ont été redressés. Donc, ceux qui vont vous être présentés maintenant ont été redressés. Euh, et ces résultats ont d'abord été présentés en juin 2024 et ensuite s'est engagé pendant un petit peu plus d'un an la démarche collective dont je viens de vous parler et qui est en cours encore de publication. Tu peux cliquer, Fanny. Merci. Donc, cette enquête reposait, vous l'avez vu, sur un certain nombre d'items, donc un certain nombre de questions. Et donc, j'ai voulu ici faire l'extraction des items les plus significatifs pour le passé, le présent, le futur des dirigeants. Et je vous parlerai ensuite des profils. Alors, sur le passé, c'est excessivement intéressant de constater que les raisons qui font que l'on devient dirigeant sont bien souvent, vous le voyez, 44% des raisons organisationnelles, faire plus pour l'association et donc pour les bénéficiaires. Mais ce qui doit nous interpeller, c'est sans doute
les deux autres principales réponses, c'est-à-dire sur sollicitation et par défaut de candidat. Ce sursollicitation de 32%, il sous-entend que il y a une forme de cooptation, ce qui n'est pas en soi problématique, hein, ce n'est pas une critique de le dire ainsi, mais qu'il y a quand même une espèce de, certains diraient de nudge, c'est-à-dire un petit coup de coude des dirigeants qui sont en place, eh bien, pour prendre la suite. Et donc ça, quand on parlera tout à l'heure effectivement de succession, ça aura un sens particulier. Donc ça veut dire qu'on a 32% des personnes qui se dévouent quand même, quelque part. Et ça, c'est important pour la motivation de ces dirigeants et pour leur fidélisation. Et puis, il y a, vous le voyez, 13 et 7% de personnes qui sont dans une autre forme de dévouement, mais cette fois-ci dans le sens de il n'y avait personne d'autre. Donc il faut y aller, il faut bien que quelqu'un y aille. Et puis pour soulager les dirigeants, ce qui signifie que vous avez sans doute là une équipe qui était là depuis longtemps, qui veut arrêter et qui, malgré tout, eh bien, a eu du mal à trouver des successeurs. Donc c'est excessivement important de noter ce point parce que ça signifie qu'au fond, on a entre 45% et on va dire si on rajoute les sursollicitations, parce que ce sont des personnes qui ont, on peut l'imaginer quand même, la volonté de s'impliquer. Mais ça signifie qu'on n'a que trois quarts des personnes qui y vont, si vous voulez, de manière forcément volontaire, et un quart à peu près qui y va parce qu'il faut se dévouer. Et ce dévouement, il va avoir un effet sur les motivations, comme je le disais à l'instant. Fanny, s'il te plaît. Merci. Ces motivations dont je parlais à l'instant, elles vont bien au-delà enfin, de la fidélisation, mais elles sont aussi on va dire les prémices eh bien, du présent et de la perception du présent. Fort heureusement, et vous qui êtes toutes et tous dans le monde associatif, j'espère que vous partagez aussi ces émotions positives. L'immense majorité des répondants apprécient d'être au cœur de leur association. Ils rencontrent des personnes intéressantes, ils se sentent enrichis de leur expérience. Mais cette émotion, cette quantité d'émotions positives est quand même entachée, vous le voyez sur les trois histogrammes foncés, d'entachée d'appréhension, d'inquiétude. La solitude. Quasiment un dirigeant sur deux se sent seul face à certaines situations. Alors certaines situations, c'est très large, mais ça peut être en tant que dirigeant, face à un bénévole, face à un bénéficiaire. Ce sentiment de solitude, il est quand même un petit peu surprenant quand on est dans un monde associatif qui, effectivement, est une communauté. Donc ça, c'est une émotion hein, qu'il faut entendre, écouter et essayer de parer, bien sûr. L'enjeu juridique, parce que ben, le monde associatif est constitué de bénévoles, les dirigeants sont bénévoles et donc ne sont pas des professionnels de la gestion. Et non pas sûrement, assurément, ce caractère bénévole crée des situations de gestion et juridique plus difficiles à gérer. Et ça donne lieu à la peur de mal faire, c'est-à-dire que quand on n'est pas un expert de la gestion des associations, quand on n'est pas la spécialiste des ressources humaines, par exemple, eh bien, on peut s'inquiéter effectivement que un certain nombre d'actions soient mal menées. Donc, ce sont des éléments euh, organisationnels, contextuels, mais qu'il faut, me semble-t-il, avoir à l'esprit, effectivement, parce que encore une fois, 15-20% des dirigeants se dévouent. Et donc, se dévouer, quand on est face à de telles émotions négatives, ne peut que conduire à un moment à vouloir arrêter. Et enfin, de manière un peu plus rapide, vous voyez qu'il y a quand même ce- ces sentiments, alors, plus rares, mais quand même présents, 10% des répondants, 9, excusez-moi, 9% des répondants, qui se sentent en décalage avec leur propre association dirigeant, mais en décalage. Et donc là, si vous voulez, encore une fois, on retrouve, je peux vous dire, suite aux analyses statistiques que l'on a faites, que, évidemment, plus vous êtes dans ceux qui ont été cherchés, plus on est dans ceux qui se sont dévoués, plus on va retrouver, bien sûr, ces profils-là dans les barres, on va dire, les plus foncés et les rouges, parce que ce sont ceux qui ne se sont quelque part pas vraiment préparés à cette solitude et à ces sentiments-là. Fanny, tu peux...
si l'on reste ou si on part. Alors, bien sûr que la question de rester peut-être parfois directement évincé à partir du moment où votre mandat est limité à un seul, mais s'il y a renouvellement, ne serait-ce qu'un seul droit de renouvellement, eh bien, la question se pose aussi. Bon, on a un tiers des répondants qui considèrent qu'au fond, ils peuvent continuer dans les mêmes conditions, ce qui est déjà une réponse rassurante. Un autre, un petit peu moins d'un tiers, qui veut bien continuer à condition que ses responsabilités soient partagées. Et là, effectivement, on est quand même sur une autre approche de la dirigeance, parce que ça signifie qu'on fait reposer sur une même personne trop de responsabilités, trop de tâches, trop de difficultés. Les deux derniers, les deux dernières réponses les plus importantes, donc ne pas renouveler, et je n'y ai pas encore réfléchi. Bon, ne pas renouveler nous permet de bien comprendre ce qu'il en est. Ça reste malgré tout un faible taux dans notre échantillon, ce qui pourrait amener certains d'entre vous à se dire qu'au fond, ça signifie qu'il y a encore dans le monde associatif un faible renouvellement. On pourrait l'interpréter comme ça, au fond, qu'il y a un faible renouvellement des dirigeants d'associations. Mais d'expérience, vous savez que c'est justement très compliqué d'en trouver. Donc, ce ne pas renouveler, c'est davantage une difficulté qu'un effort salutaire de démocratie, finalement. Vous voyez d'ailleurs qu'on est très peu, on est à 5% de répondants qui veulent prendre plus de responsabilités ou simplement changer de poste. Le je n'y ai pas réfléchi est peut-être la réponse la plus importante. Ça signifie qu'on a quand même un certain nombre de personnes qui, bien sûr, peuvent au tout début euh, être engagées, donc au début de leur mandat, et peut-être qu'ils n'y ont pas encore réfléchi, mais cette question-là, on en parlera tout à l'heure, elle doit être posée dès le début du mandat. Et donc, quelque part, il faut quasiment savoir au début si on reste ou si on ne reste pas pour des raisons de succession et de transition. Peut-être une petite précision, Guillaume, parce qu'il y a Oui, plusieurs questions à ce sujet. Là, quand tu parles de dirigeants, dirigeantes d'associations, est-ce que tu peux nous dire de qui tu parles? Enfin, est-ce que ça conseille le oui. conseil d'administration, le bureau? Est-ce que les salariés en font partie? Enfin, est-ce que tu peux nous dire qui sont vraiment ces fameux dirigeants dont tu parles? Tout à fait. Merci de me faire préciser. Dans cette étude-là, on est bien exclusivement sur les dirigeants et dirigeantes bénévoles. Et donc, on va effectivement inclure, parce que je crois que Sylvain a répondu sur ce point, l'ensemble des dirigeants bénévoles, qu'ils soient exécutifs ou non, c'est-à-dire conseil d'administration, bureau, voilà, qu'ils soient déclarés en préfecture ou non, effectivement. Donc, on est sur les bénévoles qui ont des fonctions électives, on va dire. Et il y avait une question en lien avec ça qui vient d'être posée par Vanessa sur le sentiment de solitude dont tu parles. Est-ce que vous savez si il y a un sentiment de solitude moindre, s'il y a des vrais binômes qui fonctionnent entre les dirigeants bénévoles et une direction salariée? Hmm. Alors, la réponse est non pour l'étude, ça n'a pas été posé comme question. En revanche, ce que je peux dire sur le sujet, ce sont deux remarques. La première, c'est qu'il y a quand même que 10% des associations qui ont des salariés et quelques pourcents qui en ont plus de 3 équivalents temps plein, donc ça concerne quand même très peu d'associations. Donc ça signifie que dans notre échantillon, on a quand même l'immense majorité, enfin pas l'immense majorité, la moitié euh, qui n'a pas de salariés. Après, l'échantillon a été redressé, hein, je le rappelle, donc il incorpore l'ensemble de ces spécificités. En tout cas, d'expérience cette fois-ci personnelle dans mes travaux, dans mes liens, en réalité, s'il y a binôme, pour reprendre la formulation de la question, s'il y a binôme réel entre dirigeants élus et dirigeants, on va dire salariés, mais c'est vrai que moi je n'utilise pas le mot dirigeant quand je parle des salariés, c'est pour ça que c'est une forme d'abus de langage de ma part. Euh, ce binôme, s'il est vraiment réel et que c'est un vrai tandem, effectivement, la solitude est tout à fait différente. Mais force est de constater, et là je vous parle juste d'un témoignage dans le master dans lequel j'enseigne, quand je fais un cours de gouvernance, ce sont en général les salariés qui viennent, effectivement, et leur remarque, c'est que ce sont eux qui se sentent seuls face au conseil d'administration. Parce que le conseil, finalement, il a effectivement ce caractère plus ou moins collectif. Et ce sont donc euh,
ceux qui sont au milieu du sablier, on va dire, qui sont à la fois entre la gouvernance bénévole et les autres salariés, s'il y en a, ou les bénévoles. Et donc, ce sont ceux qui sont à effectivement, cet entre-deux qui reconnaissent cette solitude-là. Pour autant, ça ne signifie pas que le dirigeant ou la dirigeante seul, enfin, dans son conseil, ne se sente pas seul quand même, même s'il y a des salariés. Parce que c'est toute la particularité, et c'est pour ça que ça serait intéressant de faire des entretiens à l'avenir, on peut se sentir seul même en étant accompagné. Et c'est ça toute la spécificité. Si je peux encore rebondir en complétant, je pense que dans les sentiments de décalage que peuvent avoir des personnes dirigeantes bénévoles vis-à-vis de leur association, c'est aussi quand, enfin, parfois quand il y a une direction salariée qui a un leadership fort et une équipe salariée qui a un leadership fort et où finalement bah, il y a une difficulté à ce que vraiment la gouvernance associative soit bien celle qui pose le cap, qui impulse la dynamique et que les salariés puissent s'inscrire dedans. Et j'avais accompagné une grosse association qui disait, bah, en fait, on est un peu comme un dinosaure avec deux squelettes, le squelette Mmh. salarié, le squelette bénévole, qui ont leur propre réalité, avec une difficulté à articuler les deux. Mais voilà, Sylvain nous dira tout à l'heure un mot sur la place des salariés dans la gouvernance associative. C'est la question effectivement des compétences des dirigeants bénévoles. On ne peut pas, sauf avoir été soi-même salarié d'une association, ou alors avoir été dans des postures de dirigeants d'autres organisations sans effectivement qu'ils ne plaquent ce qu'ils ont connu des entreprises ou de la fonction publique sur les associations. Bon, mais sauf ces cas exceptionnels-là, ben, on est à affaire à des personnes qui se reposent effectivement sur les bénévoles pour les compétences. Donc ça renvoie le conseil et les dirigeants bénévoles finalement à leur fonction simplement décisionnaire face au fond à des salariés qui ont déjà au mieux mis toutes les options sur la table. Au pire, de toute façon, s'il n'y en a qu'une seule, finalement, on devient, c'est ce que j'entends parfois dans le master dans lequel j'enseigne, mais une chambre d'enregistrement. Et justement, comment on fait pour ne plus l'être? Mais ça, si Sylvain en parle tout à l'heure, c'est parfait. Bah, je me saisis de ta perche pour qu'on puisse ouvrir justement notre prochaine séquence qui est dédiée à l'animation et l'accompagnement de ces instances. Enfin, on a bien vu que on a un certain nombre de personnes dirigeantes voilà, qui se projettent aussi pour rendre service. On s'est dit à quel point en même temps la gouvernance était centrale pour la vitalité associative. Donc il faut bien réfléchir aux manières de la faire vivre. Donc voilà, je vais donner la parole, Sylvain, et ça me permet de dire que ce sera l'occasion de réfléchir ensemble à des cas de gouvernance moins conventionnels. Donc ça répondra aussi à toutes les questions qu'il y avait sur cette dimension-là. Ah pardon, en fait, je me rends compte que tu avais encore une slide, Guillaume. Pardon. Je, Excuse-moi. je- Vas-y, je t'en prie, et après on passe celle de Sylvain. oui, je serai relativement court parce que je vois bien aussi l'heure, Fanny, c'est pour ça. Euh, ce que vous avez ici, c'est la proposition que nous sommes en train, qui a été co-construite, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec le consortium de partenaires. Donc, c'est une vraie analyse qui a été menée. Je vous passe, si vous m'en voulez bien, si vous me le permettez, toutes les questions méthodologiques, mais vous voyez que ce sont donc des profils. Alors là, vous voyez, vous avez des espèces, comme dirait mon collègue, de patatoïdes qui se mêlent. Ce sur quoi je veux juste insister, et puis peut-être qu'on y reviendra plus tard, soit en question, soit il y a tout un tas de ressources qui a été faites par le mouvement associatif et ses partenaires. Ce que je veux juste dire, c'est que quand on a analysé les 1350 réponses, eh bien, on a constaté qu'il y avait un certain nombre de profils, les 6 que vous avez ici, qui ont émergé avec un certain nombre de dirigeants, pardon, qui vivent dans des associations professionnalisées, des associations en dessous, alors, qui ont plutôt une approche, alors, bénévole bien sûr, mais dans volontaire, il faut entendre une dynamique volontaire, c'est-à-dire oui, une dynamique qui s'est mise en œuvre, avec même aussi d'ailleurs les salariés. Les dirigeantes qui sont plutôt dans l'informel et qui en sont néanmoins très satisfaits, donc les épanouis, entre amis. Mais ce qui doit nous interpeller, c'est qu'on a quand même une
deux classes qui sont les dirigeants résignés et ceux et celles qui sont investis mais fragilisés. Et c'est ça qui nous interpelle dans ces résultats, c'est comment on fait pour accompagner ces dirigeants-là, parce que vous avez bien compris que l'étude pour l'instant a été descriptive. Maintenant, l'idée, c'est comment on accompagne celles et ceux qui se sentent fragilisés pour tout un tas de raisons organisationnelles et sectorielles, mais surtout, et peut-être de manière encore plus inquiétante, résignés parce que quand on est résigné, quand on est dirigeant, très difficile de convaincre quelqu'un de prendre la suite. Donc voilà, quelques mots très rapides sur cette slide-là. J'insiste sur le fait que beaucoup de ressources sont déjà en ligne par ailleurs sur ces profils. Et on vous repartagera lors du replay le support qui permet d'avoir des éléments plus longs sur chacun des profils dont tu nous as parlé. Ouais, je vous le fais assez rapidement. Et cette fois-ci, c'est vraiment le moment de passer la parole à Sylvain. Désolée pour mon excès d'enthousiasme de tout à l'heure. Donc, je te laisse nous dire un peu comment est-ce qu'on peut accompagner et animer ces instances de gouvernance. Merci Fanny. Alors effectivement, moi j'ai pas tout centré hein, sur la relation CA direction. J'en parle un peu, mais je vais essayer de faire rapide pour qu'on se laisse un temps d'échange à la fin. Je vois qu'il y a pas mal de choses là-dessus dans le chat et également sur la question aussi comment nourrir ces instances et est-ce que l'horizontalité permet de pallier l'absence de dirigeants ou la peur des responsabilités. Je pense que c'est des questions importantes aussi à rediscuter par la suite. Juste revenir rapidement sur la notion de gouvernance, même si je vais essayer de ne pas être trop redondant par rapport à ton introduction. Rappeler que la gouvernance répond à des enjeux très concrets, c'est-à-dire comment on prend des décisions au sein de l'association, comment on partage les responsabilités, comment on fait vivre la démocratie interne au quotidien. Et donc, c'est bien cette question de comment on organise le pouvoir au service du projet collectif. Et donc, la gouvernance a un élément clé dans le sens où elle permet à l'association à la fois d'être efficace, légitime et vivante. On voit bien qu'aujourd'hui, au regard des réalités et du contexte assez complexe dans lequel se situe le monde associatif, c'est des enjeux forts. À la fois, on fait face quand même à une réelle tension sur les ressources bénévoles et ce qui impacte fortement le renouvellement des gouvernances. On voit aussi des tensions financières avec des difficultés sur les financements publics notamment, ce qui met aussi la pression sur des gouvernances qui doivent gérer les pénuries et qui doivent gérer ces complexités administratives. Et une technicisation croissante des fonctions dirigeantes, on en parlait à l'instant, mais on voit bien qu'aujourd'hui, pour être dirigeant d'association et pouvoir porter ce rôle, il faut quand même rentrer dans une certaine technicité, ce qui complique quand même l'accès à ces postes. En tout cas, on peut se poser de la question de cette technicisation et comment aussi on la travaille. Voilà, la liste des difficultés, je ne vais pas faire toute la liste, elle n'est pas exhaustive, mais à la lumière de ces enjeux, on peut quand même se poser la question qui est comment faire vivre des formes de gouvernance qui soient à la fois démocratiques, incarnées et adaptées à ces réalités. Et donc, comment donner du sens aux instances et réfléchir à la manière dont on peut les animer. Je n'ai pas de recette magique à vous proposer, malheureusement. Quelques conseils et puis essayer de témoigner aussi de bonnes pratiques et de difficultés. D'abord, peut-être rappeler que le fondement de la gouvernance, c'est le projet associatif. C'est bien le projet associatif, c'est le pourquoi, c'est la raison d'être de l'association, quand la gouvernance va être sur la manière d'agir ensemble et la manière de donner vie à ce projet associatif. Mais ces deux dimensions, elles sont indissociables parce que voilà, le projet va donner la direction et la gouvernance va garantir la cohérence des décisions avec cette direction.
Donc la première étape, c'est de bien clarifier son projet associatif, à la fois le clarifier, c'est-à-dire quelle est la mission de l'association, sur quelles valeurs repose le projet, quels sont les objectifs stratégiques de l'association. Deuxième dimension, formuler ce projet associatif. Je pense que passer par l'écrit est vraiment un élément essentiel qui permet de clarifier les termes, de donner du sens à la direction dans laquelle on va et de le partager, évidemment, cette dimension d'un projet qui soit co-construit avec les différentes parties prenantes de l'association, les membres, bien évidemment, qui permet aussi une appropriation collective de ce projet associatif. Et ce projet ne doit pas être un document figé, mais un texte qu'on débat, qui permet cette appropriation collective et qu'on révise régulièrement, parce que c'est un élément à la fois de la culture commune de l'association, de la dynamique collective et qui légitime les décisions qu'on va prendre au sein de l'association. Donc on voit bien le lien entre gouvernance et projet associatif, les deux sont intimement liés. Et comme le disait Fanny, ce projet associatif doit être la boussole qui permet d'organiser la gouvernance. Je vais passer, je crois que c'est la slide suivante, sur animer les instances. Donc effectivement, la gouvernance, ça va être essayer de penser des espaces à la fois vivants et articulés les uns aux autres. On les a un peu cités, hein, l'Assemblée générale, le conseil d'administration, le bureau, les commissions, les groupes de travail, etc. Il y a un vrai enjeu à les animer et à trouver les bons espaces qui vont répondre aux enjeux de décision et de l'association. La première étape, à mon sens, c'est de clarifier les rôles. Voilà, on voit bien qu'on a plusieurs instances, mais c'est de savoir c'est quoi le rôle aujourd'hui d'un membre, d'un administrateur, d'un salarié, quand on participe à un groupe de travail, quand on est dans telle ou telle commission. Et c'est donc voilà, préciser en quoi consiste ce rôle, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce que la personne apporte au collectif en étant à cette place-là, qu'est-ce que le collectif doit apporter à cette personne en retour. Et ça permet en fait à chacun, voilà, de trouver sa place au sein du collectif et ça facilite l'implication des uns et des autres. Alors on appelle ça parfois le registre des rôles, mais il me semble que c'est un élément important en tout cas de clarifier qui est à quelle place et qu'est-ce qu'il fait. Deuxième dimension, de bien organiser la circulation de l'information avec cette question de la transparence qui est un des éléments de la confiance qui soutient le fonctionnement collectif. Et donc, ça peut passer par plein de petites choses comme la construction collective des ordres du jour, la rédaction systématique de comptes rendus pour permettre à ceux qui n'étaient pas là de prendre connaissance. Aussi des réflexions sur les outils collaboratifs qu'on utilise. Enfin, voilà, tous ces éléments-là qui permettent une bonne circulation de l'information. Ensuite, adapter le mode d'animation en différenciant bien ou en tout cas en clarifiant bien les types de réunions qu'on peut animer, c'est-à-dire on ne va pas appréhender de la même manière une réunion qui sert juste d'information, d'une réunion de débat et de décision, ou alors d'un moment de co-construction et de brainstorming. Donc il va falloir bien clarifier ça et puis adapter les modes d'animation hein, et les postures à ces différents types d'animation. Favoriser la participation active de toutes et tous en veillant à ce que chacun s'exprime. Ça, il y a des petites techniques, hein, soit par des tours de parole, par des jetons de parole pour voir en fin de réunion qui a parlé, combien de temps. Enfin voilà, il y a différentes techniques, mais en tout cas, être vigilant sur ces aspects très concrets de la manière dont ça anime les instances. Réfléchir également à ces modes de décision. Comment est-ce qu'on prend une décision? Est-ce qu'effectivement, on passe par le vote? Si c'est un vote, selon quelle modalité? Est-ce qu'on est vote majoritaire, etc.
Est-ce qu'on va plutôt être dans une recherche du consensus, ce qui peut être long, mais peut-être éviter de créer des dissensions ou des lignes de fracture au sein de l'association en ne prenant des décisions que sur ce sur quoi tout le monde est d'accord. Ou alors, est-ce qu'on passe par le consentement, c'est-à-dire que on va valider une décision à partir du moment où elle ne fait pas d'opposition formelle par l'un des membres. Voilà, donc en tout cas, penser ces modes de prise de décision me semble aussi important. Et enfin, à ne pas oublier la question de la convivialité, parce que c'est aussi dans ces temps informels, dans ces moments partagés qu'on permet de construire le collectif. Voilà, je ne m'étends pas sur la question parce que je pense que tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Mais voilà, ensuite, réaffirmer que il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas d'engagement. Je pense, il me semble qu'une question un peu fondamentale, et je voyais pas mal de sujets sur la difficulté à renouveler les instances ou à trouver du monde pour venir dans les instances. Et en plus, Guillaume en parlera après, je crois. Moi, je voudrais revenir sur cette question de l'engagement et de comment on peut le caractériser avec, généralement, on part de ces trois ressorts, s'engager pour les autres, c'est-à-dire, c'est la question d'agir pour une cause, de défendre des droits, de venir en soutien, d'aider son prochain, etc. Ce qui pose en fait la question du sens et de la mission de l'association. Et donc, c'est par le travail aussi sur le projet associatif qu'on répond à ces enjeux-là. S'engager avec les autres, donc là, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la question de la convivialité, de l'appartenance à un collectif, du fait de faire ensemble. Et donc là, c'est aussi comment on prend soin de ces dynamiques collectives, comment est-ce qu'on accueille au sein de l'association, comment est-ce qu'on trouve des modalités d'animation inclusive, comment est-ce qu'on préserve des temps de convivialité, etc. Et ensuite s'engager pour soi, parce que là, c'est l'idée de la réalisation de soi, d'être un espace d'apprentissage et d'éducation populaire, le fait d'exercer des responsabilités. Et donc là aussi, c'est faire attention à ces dimensions, de quelle manière on va valoriser cet engagement, la reconnaissance de l'engagement bénévole, de quelle manière on va aussi permettre la montée en compétences au travers de formations. Voilà, c'est toutes ces questions qui permettent aussi d'agir un peu sur ce levier-là. Et on voit bien que l'engagement, il est à l'interaction de ces trois dimensions et que c'est bien en travaillant sur ces trois leviers qu'on va permettre de faciliter l'engagement au sein de l'association, mais aussi l'accès aux fonctions dirigeantes. On va passer à la slide suivante, Fanny, avec les modèles de gouvernance aujourd'hui qui sont de plus en plus interrogés. Et on voit bien des aspirations aujourd'hui à plus d'horizontalité. La loi 1901 nous offre pas mal de latitude sur ces questions-là. On voit bien que longtemps, les préfectures ont diffusé des statuts types avec CA et bureau, président, trésorier, secrétaire, et puis beaucoup d'associations sont calquées sur ce modèle qui aujourd'hui est de plus en plus interrogé, avec des formes de gouvernance collégiale, avec des coprésidences. Je voyais pas mal de messages dans le chat sur ces dimensions-là. Donc, pas de hiérarchie entre les différents administrateurs et une co-responsabilité. Mais aussi, on voit des gouvernances directes avec l'ensemble des décisions qui sont prises par l'AG directement, c'est-à-dire par l'ensemble des membres de l'association. Et voilà, une autre dimension aussi dans cette horizontalité, c'est l'implication des membres dans les gouvernances, au travers notamment de commissions autonomes sur certains sujets ou de groupes de travail qui vont pouvoir travailler ces sujets-là. Et dernière dimension, on en a aussi parlé un peu, c'est la place de l'équipe salariée dans la prise de décision, parce qu'il y a effectivement une légitimité de l'équipe salariée qui est
au quotidien sur le terrain et qui est forcément une courroie de transmission entre l'action et la stratégie et la décision qui sont portées par le conseil d'administration. Donc il y a une question qui se pose autour de comment on permet euh, une voix au chapitre quelque part de cette équipe salariée. Il y a des possibilités, hein, on peut le travailler statutairement, mais il faut quand même être assez vigilant à ne pas remettre en cause la gestion des intéressés de l'association, parce que là, on s'expose à des incidences notamment fiscales qui peuvent être un peu dérangeantes pour l'activité. En tout cas, il faut penser ces questions un peu globalement. Voilà, juste pointer que sur ces questions, le monde associatif est quand même un laboratoire démocratique assez intéressant parce que on voit bien que il y a beaucoup de réflexions qui sont menées et des tensions qui se créent aussi entre cette question de comment on organise sa gouvernance pour être à la fois efficace, à la fois avoir un partage du pouvoir qui soit bien réparti dans l'association et une forme de démocratie interne qui répond aussi aux enjeux et aux aspirations des membres. Bien rappeler que, en fait, c'est aussi des fonctionnements qui prennent du temps, qui demandent à ce qu'on fixe les règles clairement et qu'on ait des régulations assez constantes pour permettre de faire vivre ces gouvernances horizontales, parce que c'est des choses qui se construisent dans le temps. Et je vais essayer de donner un peu rapidement, parce que je vois que j'arrive presque au bout du temps, l'exemple du RNMA avec aujourd'hui un modèle qui s'appuie sur un conseil d'administration de 12 administrateurs et trices issus de nos membres, sans bureau et avec une animation tournante. Et j'en profite pour saluer Fabienne Orban qui est là et qui est actuellement l'animatrice du conseil d'administration du réseau. Et cette animation tournante permet justement d'éviter la concentration du pouvoir. Mais tout en disant ça, on se rend compte aussi que c'est pas forcément évident de trouver des candidats et des candidates à ce poste. Et donc, en parallèle aussi de cette instance élue par l'AG, on a mis en place des commissions thématiques, vie associative, RH Finance, plaidoyer, etc. Et des groupes de travail que nous on appelle équipage et qui vont suivre de manière plus opérationnelle les différents chantiers. Et ces espaces, commissions et groupes de travail, vont permettre d'impliquer les membres au-delà du cercle des administrateurs et vont venir justement nourrir les décisions et les réflexions qui sont dans ces différents espaces, avec une autonomie de décision en fonction d'un périmètre défini, mais une autonomie de décision des commissions qui rend compte en fait régulièrement au conseil d'administration des décisions qu'elles prennent. Bon, tout n'est pas parfait, on a quand même des ajustements réguliers hein, avec le choix d'une régulation a posteriori, c'est-à-dire qu'on respecte cette autonomie de décision des commissions, mais à certains moments, il va falloir que le conseil d'administration revienne sur des décisions qui auront pu être prises en commission, alors tout ça en échangeant bien évidemment, mais c'est voilà un mode aussi d'expérimentation, d'essai-erreur qui s'affine en marchant, et c'est vraiment dans cette logique d'apprentissage collectif qu'on essaye d'avancer. Et rappeler aussi qu'on a un document fondateur, le projet stratégique, qu'on révise tous les 5 ans et qui justement nous permet de mettre en cohérence la vision, la priorité et le plan de développement de l'association. On peut passer à la slide suivante.
j'en termine un peu rapidement sur les enjeux d'inclusion. Ça me tenait à cœur d'en parler parce que voilà, on sait qu'on est sur un bénévolat qui est relativement inégalitaire. Pour donner quelques exemples, la place des ouvriers est quasi nulle dans les bureaux des associations. La représentation des personnes en situation de handicap ou en précarité est encore insuffisante, et la place des femmes à la tête des associations, elles sont encore minoritaires. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux à travailler ces questions-là, en tout cas à se poser les questions au sein de son association, comment ça se passe. De petits outils sur ces sujets-là, l'Inclusiscore du mouvement associatif. Je vous mettrai le lien dans le chat dans quelques minutes. Et puis, le petit manuel de l'engagement à la portée de toutes et tous que nous avons commis au Réseau national des maisons des associations et qui, là aussi, donne quelques clés. Et pas hésiter sur ces enjeux-là, mais aussi sur d'autres, hein, sur les questions de gouvernance, à se faire accompagner, que ce soit par des maisons d'associations qui voilà, vont être depuis les statuts jusqu'aux modalités de gouvernance et d'animation, vont être en capacité d'appuyer. La plateforme d'e-learning vie associative, hein, sur les questions de formation aussi, qui est une plateforme gratuite et à disposition de tous les bénévoles qui souhaitent voilà, aller se former sur tous les enjeux qui concernent la vie associative. Et puis, les dispositifs locaux d'accompagnement qui, sur des questions plus pointues ou sur des enjeux liés à la structuration et à la professionnalisation, peuvent être d'un grand secours. Et voilà. Merci beaucoup pour tous ces apports. Tu verras dans le chat, il y a un certain nombre de questions sur votre fonctionnement au RNMA. Donc, Fabienne a déjà commencé à répondre, mais n'hésite pas si tu as envie d'apporter des compléments. Il y avait aussi des questions sur des outils concrets d'animation. Donc, plein de ressources ont été partagées sur des banques d'outils, etc. Si toi, tu as envie de compléter sur ce que vous utilisez au RNMA, c'est avec plaisir. Avant de passer à la dernière séquence sur le renouvellement des personnes dirigeantes, je voulais juste revenir, parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions là-dessus, sur la place des personnes salariées dans la gouvernance, pour donner deux petits éléments. La première chose, c'est qu'en effet, c'est un point sensible pour que les associations restent bien d'intérêt général. Hein, pour être d'intérêt général et bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux, il faut avoir un objet d'intérêt général, il faut avoir une gestion des intéressés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les personnes dirigeantes tirent des bénéfices financiers. Il y a quelques exceptions, mais c'est extrêmement encadré. Et puis, il faut avoir une activité non concurrentielle à celle d'une entreprise. Donc, quand on parle de la place des personnes salariées, c'est bien à ça qu'on fait référence. Sur la manière de l'intégrer malgré tout en respectant cette gestion des intéressés, il y a deux choses qui me semblent intéressantes et sur lesquelles on pourrait revenir. La première chose, c'est qu'il y a une tolérance fiscale à la présence de salariés au conseil d'administration, si ça ne dépasse pas plus de à peu près 20%. Donc, ça existe dans certaines associations d'avoir des salariés élus en conseil d'administration, mais il faut naturellement qu'ils soient minoritaires au sein du conseil d'administration. Sinon, voilà, on perd la notion de gestion des intéressés. Et puis après, on a beaucoup parlé à différents endroits de cette question de la gestion, enfin de la gouvernance informelle. Il peut y avoir des espaces de réflexion partagée salariés bénévoles en dehors des instances de gouvernance, que ce soit dans des temps de séminaire, dans des cercles par projet, et où là, on se retrouve autour du projet associatif, peu importe notre statut. Et ça, bien sûr, ça vient irriguer aussi ce qui se vit dans les instances. Et juste pour finir, c'est aussi possible d'avoir des salariés qui sont invités en conseil d'administration ou en bureau à certains moments pour venir réfléchir ou contribuer sur une dimension particulière. Ils ne sont pas inclus dans le vote ensuite, mais ils participent à la réflexion et à la prise de décision. Voilà. Donc, il y a plein de choses à penser, mais avec vraiment ce point d'attention sur la gestion des intéressés. Donc, les salariés, encore une fois, pour répondre à la question,
c'est possible d'avoir une tolérance. Enfin, il peut y en avoir certains qui sont élus en conseil d'administration, mais c'est limité. Et après, on peut aussi les inviter sur certaines dimensions. Voilà. Fanny, Oui. je veux bien juste témoigner sur cette dimension-là, parce qu'effectivement, on s'est posé la question au réseau. Et donc, nous, les salariés ont un droit de vote en AG. Chaque salarié peut voter en AG dans la mesure où il ne dépasse pas un tiers des votes. On a une voix collective aussi en conseil d'administration. Donc, c'est une voix pour l'ensemble de l'équipe salariée. Et voilà, de la même manière, tant qu'elle ne dépasse pas un tiers des votes du CA. Moi aussi, en tant que salariée d'Anciela, j'ai été élue au conseil d'administration pendant des années. Mais voilà, on garantit à ce que ce soit minoritaire. Euh, on va passer à ces derniers temps sur le renouvellement des instances, puisqu'on s'est dit que c'était un enjeu et c'est très présent dans le chat. On voit que pour un certain nombre d'associations, il y a une difficulté qui se joue à cet endroit-là. Donc, est-ce que Guillaume, tu peux nous partager un certain nombre d'observations et de recommandations à ce niveau-là? Avec grand plaisir. Bon, je serai très court sur les constats, simplement pour dire que sur les dernières enquêtes, qu'elles soient de recherche solidarité d'ailleurs ou des enquêtes académiques, c'est une association sur deux qui fait état de ses inquiétudes sur le sujet, notamment parce que, eh bien, comme certains chercheurs l'écrivent, les retraités vont prendre leur retraite, leur deuxième retraite. Et donc je trouve que c'est une jolie formule élégante, effectivement, pour dire qu'il faut bien sûr que le monde associatif ne s'appuie pas que sur ces retraités, mais il s'appuie quand même pour partie sur eux, et effectivement, ça a un effet important sur le futur du monde associatif. Pour tout un tas de raisons, et sur cette slide-là, je dirais simplement que dans les dernières études qui ont été menées, là aussi par plutôt la sphère académique, on constate qu'en moyenne, simplement une association sur quatre eh bien, s'intéresse aux enjeux de succession. Et c'est précisément le problème quelque part. Et je vais y revenir assez rapidement sur les quelques recommandations que l'on peut faire, en disant tout de suite que la question de la succession, ce n'est pas une question de recrutement. Et je dis ça parce que justement, je croise de plus en plus de travaux ou alors à l'inverse même de guides qui font en fait du renouvellement des dirigeants d'associations une forme vraiment de recrutement comme si on était un salarié. Et ça, c'est effectivement assez problématique. Donc, Fanny, tu peux passer. Alors, pourquoi cette question des successions est un peu délicate? Mais parce que il faut se poser la question, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, donc je vais être rapide sur la question des compétences. Si on a une succession brutale, malheureusement, le décès d'une personne, un déménagement, un retrait pour des questions de maladie, comment on assure l'intérim? Donc ça, il faut le prévoir finalement dans le statut ou les règlements intérieurs. Est-ce qu'il faut former ces dirigeants à la gestion associative? Mais comment on fait dans ce cas-là pour les former? La question de la succession, elle pose aussi un problème majeur, c'est celui des relations, parce que au moment où on fait une succession, c'est-à-dire que la personne qui entretenait les liens avec les parties prenantes, les partenaires, les salariés, le cas échéant, va partir, et comment fait-on pour transférer et transmettre tout ce qu'on appelle le capital social, le capital relationnel finalement, accumulé par les dirigeants? Or, aujourd'hui, l'essentiel de la succession est très informel. C'est le fameux coup de coude dont je parlais tout à l'heure dans l'enquête, hein. On vient plus ou moins publiquement, plus ou moins en catimini, vient proposer à quelqu'un de prendre la suite. Et puis parce qu'il y a aussi une forme parfois, de moins en moins, hein, pour être honnête, et ça se voit dans les enquêtes, mais il y a pu y avoir pendant très longtemps une espèce de tabou donc, qui se lève, mais qui a eu beau jour pendant quelques temps. Fanny, s'il te plaît. Effectivement, les successions peuvent être de plusieurs types. Il peut y avoir un relais qui relève donc de la cooptation, c'est-à-dire que vous avez une équipe
qui fait le choix de trouver le successeur, la successeur en interne et qui va l'accompagner tout au long finalement de ce choix-là. Ce n'est pas de la démocratie au sens strict, effectivement, comme on le disait, mais c'est un processus qui peut exister. Et donc en fait, finalement, le vote, s'il y en a un, pour élire les futurs dirigeants, c'est un vote finalement purement de convenance. Ensuite, s'il n'y a pas de relais au sens de la cooptation, eh bien, c'est ni plus ni moins que la démocratie classique. Bon, dans l'hypothèse où il y a plusieurs candidats, effectivement, ou candidates. S'il n'y a pas de relais en interne, il peut y en avoir, et qu'il n'y en a pas, pardon, s'il n'y a pas de relais en interne et qu'il n'y a pas de, je suis en train de me perdre dans ma propre liste. Peu importe. Le troisième question, en fait, c'est le cas, c'est le troisième cas le plus répandu. C'est lorsque les parties prenantes puissantes vont choisir les nouveaux dirigeants. C'est ni plus ni moins quand vous avez des associations finalement qui sont fondées, par exemple, par des collectivités territoriales et finalement la nouvelle dirigeance de l'association n'est qu'une nomination quelque part. Voilà. C'était juste ça que je voulais dire. Et les deux derniers sont assez rares, mais ils peuvent exister. C'est le coup d'État lorsqu'on décide de remplacer l'équipe en place. Et le boomerang, c'est lorsque finalement un dirigeant passé fait son grand retour. Donc ces différents cas de succession donnent lieu à différents types de sortants. Et je vais être assez rapide pour arriver à la dernière slide sur les quelques recommandations, mais euh, j'attire votre attention sur le fait que quand on est effectivement dirigeant, on peut parfois, c'est ce que disent les chercheurs qui sont cités là, on peut se trouver, même si on ne le fait pas exprès, dans la posture, l'une des trois postures à gauche, en haut ou en bas, c'est-à-dire que on peut parfois sans le vouloir, parce qu'on ne veut pas transmettre toutes les informations, être un peu destructeur, parce qu'on veut absolument surveiller tout le processus, être contrôleur, ou alors parce que finalement on arrête et on s'en fiche, donc on est non conformiste. Et donc ce que disent les chercheurs, c'est qu'on peut être malgré nous des sortants, pas forcément très consciencieux. Le consciencieux, c'est étant celui qui va essayer de créer un héritage. Alors, dans le cas des chercheurs, il identifie même les successeurs et les équipes, les futures équipes. Donc oui, on retrouve la question de la cooptation. Mais peu importe, même s'il y a élection, on peut tout à fait être consciencieux, c'est-à-dire mettre en place du mentorat, créer un héritage. Et donc, ça me mène à la dernière slide, si moi-même je ne me trompe pas, Fanny, dans la liste des slides. Donc, première, les différentes recommandations, c'est une liste que j'ai constituée à partir de ce qui a été écrit par les chercheurs et les chercheuses dans la littérature scientifique. Premièrement, quelle que soit la durée du mandat, alors si la durée est d'1 ou 2 ans, effectivement, vous allez me dire que par définition, la préparation, elle est naturelle, mais finalement, on se prépare très en avance à la notion de succession et donc à la notion, qu'elle soit d'élection, de cooptation, peu importe, il faut s'y préparer à l'avance. Et pour cela, il faut, j'ai écrit refonte, mais en tout cas, travailler les statuts et les règlements intérieurs pour que la question de la succession, et j'insiste là-dessus, on peut parfois mêler cooptation et élection sans difficulté. Il faut y inclure les cas exceptionnels dont je parlais tout à l'heure, et il faut y inclure, alors, en général ça y est, mais la, la liste finalement des conditions de renouvellement des mandats, et notamment en termes de personnes. La troisième recommandation, c'est la formation des dirigeants et de l'organe de gouvernance. Euh, vis-à-vis de la gestion des ressources humaines. Alors, c'est important pour les salariés, mais c'est important aussi, effectivement, sur la gestion des ressources humaines bénévoles dans la structure d'ailleurs, mais aussi au niveau eh bien, des dirigeants et des dirigeantes pour arriver à transmettre convenablement le capital relationnel et social dont je parlais tout à l'heure. Et ça implique effectivement, alors là aussi, encore une fois, la question de successeur, c'est peu importe qu'elle soit par cooptation, par nomination ou par élection, c'est que finalement, comment fait-on pour transférer tout ce capital le plus simplement du monde? Eh bien, c'est soit en mettant en place des mandats qui se chevauchent, soit en mettant en place du mentorat, soit de créer des périodes de
co-direction, de co-dirigeance. Bref, en fait, ne pas, dans tous les cas, avoir des mandats qui soient bout à bout, qui ne favorisent pas la transmission de ce capital social et relationnel dont je parlais. En fait, je vous donne juste cet exemple-là. Quand vous avez un contact, admettons, dans une collectivité publique que vous connaissez depuis 10 ans et que du jour au lendemain, c'est un nouveau président ou une nouvelle présidente, par exemple, vous perdez tout le relationnel, vous perdez parfois aussi toute la connivence, vous perdez la connaissance des réactions de l'autre. Alors que si vous faites un mandat qui se chevauche ou même une codirection de 6 mois, 1 an, ça permet justement d'avoir, au fond, eh bien, un temps où on travaille ensemble. Alors, ça signifie que les mandats sont plus courts, ou les mandats seuls, peut-être, mais ces quelques temps-là, ils sont indispensables parce qu'ils vont éviter le sentiment de solitude dont on parlait au début, ils vont éviter l'impression d'être en décalage, ils vont éviter enfin, la peur de faire des erreurs, parce qu'on aura appris sur le tas avec les prédécesseurs. Je crois que, Fanny, c'était ma dernière slide là-dessus. J'ai volontairement été un peu plus rapide. Merci, c'était très intéressant et outillant malgré tout. Peut-être juste pour rajouter un dernier point par rapport à ce que j'observe beaucoup, c'est que souvent, enfin je dis pas tout le temps, mais souvent, la difficulté à renouveler les instances de gouvernance, c'est aussi un symptôme d'une vitalité associative et notamment bénévole qui est en difficulté. Ce qui fait que je me dis que dans les recommandations qu'on peut vous partager, il y a aussi vraiment cette réflexion autour de comment est-ce qu'on crée des vrais parcours d'engagement bénévole au sein des associations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit bien les espaces d'implication et donc les missions des bénévoles, je dirais, de leur arrivée, où les bénévoles vont être en phase de découverte, d'appropriation du projet associatif et donc seront peut-être en difficulté pour prendre des responsabilités. Donc, c'est intéressant d'avoir des choses qui vont leur permettre de passer à l'action sans se mettre trop en difficulté et sans mettre en difficulté l'association. Donc ça, en général, c'est ce qu'ont pas mal, en fait, les associations. Mais c'est aussi intéressant d'avoir des missions qui amènent progressivement les personnes à prendre des responsabilités pour qu'en fait, on ne soit pas dans une logique où on passe de « ah bah tu fais la petite main » à ah, on te propose de candidater au conseil d'administration parce que dans ce cas-là, c'est un vrai grand écart qui est demandé aux personnes et on va être probablement dans une situation où les personnes ne se sentent pas capables et légitimes de le faire. Donc c'est là qu'on retombe bien sur ma slide du début, sur cette articulation entre gouvernance formelle et informelle et comment bah, les processus d'accompagnement du bénévolat est une condition directe à la capacité de faire vivre et renouveler les instances de gouvernance. Donc ça peut être vraiment, je dirais, même si on a l'impression que quand on travaille le bénévolat, c'est tout à fait autre chose que la gouvernance, en fait, c'est vraiment une des conditions directes au fait que ça fonctionne. On va pouvoir passer à un temps de questions-réponses. Donc, c'est bien, on a incroyablement tenu le timing. Je suis admirative. Merci à tous les deux. Pour prendre un vrai temps de questions, et c'est nécessaire parce qu'on en avait un certain nombre. Donc, comme vous avez pu le voir, on a répondu à certaines quand c'était possible dans le chat, mais donc là, on va pouvoir avoir un espace d'échange plus importante. Il y avait une question qui était sur comment est-ce qu'on peut introduire dans la gouvernance les partenaires opérationnels ou financiers. Donc là, on avait pas mal parlé plutôt on va dire, des personnes à l'intérieur, puisqu'on a parlé des bénévoles, des salariés, mais c'est vrai que dans la gouvernance, on peut avoir une approche plus large des parties prenantes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça et quelle implication sur le partenariat? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des garde-fous? Donc, je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous avez envie de rebondir à ce questionnement-là. Moi, je peux dire 2 mots là-dessus et je te laisserai compléter, Guillaume, si tu le souhaites. Bah, bon, généralement, faut distinguer partenaires opérationnels et partenaires financiers parce que ça recouvre quand même pas la même chose. Peut-être les partenaires financiers, déjà, première chose, c'est attention à la gestion de fait.
s'ils commencent à prendre des décisions alors qu'ils donnent des subventions, il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans une situation à choisir quel est l'emploi des financements qu'ils octroient. Donc, je pense que première chose, c'est de faire attention un petit peu à cette dimension-là. Et aussi à l'implication, alors là, c'est plus que ça pourrait avoir sur les modes de décision. C'est-à-dire que quand on a son financeur autour de la table, comment vont se positionner les différents administrateurs? Voilà, ça interroge, en tout cas, ça a besoin d'être encadré. Et ça rappelle d'autres modèles comme les SIC, par exemple, dans lesquels on a qui sont des modèles d'entreprendre qui sont adaptés plutôt à l'intégration des partenaires financiers dans le modèle. Donc pourquoi pas, mais bien se poser la question de pourquoi et de comment. Sur les partenaires opérationnels, ça peut être intéressant. Alors généralement, on a plutôt tendance à signer des conventions de partenariat qui organisent les relations avec les différents partenaires, permettent de situer les relations entre les uns et les autres. La question, c'est quelle est la légitimité à venir intervenir sur les décisions propres à l'association de la part des partenaires. Je pense qu'il faut bien se poser cette question-là. Et si la réponse est positive, en tout cas, se poser la question de la place. Nous, les choix qu'on a fait côté RNMA, c'est plutôt de s'interroger sur des espaces d'inspiration ou de réflexion. Alors, on aime bien les métaphores sur les marines, donc on avait appelé ça le phare, mais plutôt de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut avoir un endroit où on réunit régulièrement un comité des partenaires dans lequel on va discuter d'un certain nombre d'orientations, et ça ne va pas être un espace décisionnaire, ça va être un espace qui va être dans la proposition, dans la réflexion et dans l'articulation avec le travail des autres réseaux. Est-ce que tu avais un apport complémentaire, Guillaume? Peut-être juste un mot, parce que je rejoins Sylvain, c'est la participation à la gouvernance, elle peut se faire de manière beaucoup plus, on va dire, léger, parce que c'est toujours compliqué de maîtriser son identité et son intégrité quand on a des partenaires qui sont entrés dans les organes de gouvernance en tant que tels. En revanche, de la même manière que là-dessus, certaines entreprises ou organisations publiques vont avoir des formes de comités de parties prenantes, ça peut être intéressant de formaliser ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être informel, des espèces de consultations des partenaires. On peut les inviter à l'Assemblée générale, sur une partie de l'Assemblée générale, par exemple. Voilà, donc de manière très très concrète, j'aurais tendance à être plus frileux, moi, sur la participation formelle, mais plutôt dans un format plus informel, plus quasi convivial, pour éviter, je dirais, d'arriver sur les écueils pointés par Sylvain. Oui, pour conclure là-dessus, enfin, pour l'avoir vécu, par ailleurs, quand on est sur des conseils d'administration, enfin, je l'ai vécu dans d'autres structures où j'étais élue comme partenaire avec des administrateurs, administratrices qui étaient récemment arrivés et qui étaient encore en apprentissage, qui étaient beaucoup là parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Dans ce cas-là, quand il y a des partenaires qui sont présents, ça peut être complètement les partenaires qui font la décision. Et ça, c'est vraiment problématique parce que le partenaire a potentiellement sa propre stratégie. Enfin, il est porteur de son propre projet associatif. Et donc, en termes de vraiment vision pour l'association, intégrité de l'association, ça peut devenir quand même très gênant. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant de se dire qu'on peut avoir des partenariats forts avec des financeurs, avec des partenaires opérationnels dans des espaces autres que ces instances, de manière à ce que les instances soient vraiment plutôt vécues par les personnes qui sont là pour porter un même projet associatif. C'est plus facile de cette manière-là. Il y avait encore un certain nombre de questions très pratico-pratiques sur salariés et bénévoles, donc enfin, salariés et dirigeants associatifs, donc je réponds très rapidement. Donc, le trésorier d'une association ne peut pas être le salarié de l'association. Enfin, ce sont des fonctions différentes.
Les membres du bureau d'une association sont bénévoles de l'association. Et donc, s'il y a un trésorier, c'est un bénévole. Pour autant, il peut travailler en binôme avec des salariés qui sont en charge de la gestion administrative et financière par ailleurs. Il y a beaucoup d'associations où finalement le trésorier a plus un travail de suivi des comptes que de gestion des comptes. Si je prends le cas de l'Institut Transition ou d'Anciela, on a bien des salariés qui gèrent au quotidien ces dimensions-là. Par contre, on a bien des référentes politiques, en fait, qui sont dans un suivi de ça pour que les salariés ne gèrent pas tout seuls. Et c'est eux qui doivent en rendre compte auprès des instances de gouvernance. Donc, de même, il y avait aussi des questions. Les directeurs, directrices d'associations ne sont pas membres des bureaux. Ils peuvent être présents aux réunions de bureau. Enfin, c'est très souvent que les directions salariées sont présentes lors des réunions de bureau, mais elles le sont à titre d'invité pour faire vivre les sujets. Puisqu'un bureau s'il y a une équipe salariée qui n'est pas là au quotidien, va avoir du mal à prendre des décisions sans avoir un référent, une référente salariée qui va être là pour faire remonter les sujets, nourrir la réflexion, parfois même animer un petit peu le bureau. Mais donc, c'est vraiment c'est différent être membre au sens d'être élu et donc avoir des fonctions de dirigeant bénévole de l'association ou être présent parce que on a des fonctions particulières qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces instances-là. Il y avait un certain nombre de questions autour de quelles sont les inspirations qu'on peut trouver pour avoir des gouvernances et des fonctionnements associatifs un peu différents. Donc, est-ce que vous connaissez des pays qui sont inspirants en matière de gestion associative et qui pourraient nous donner des exemples à méditer? Question un peu plus compliquée. Moi, enfin, mais il faut être vigilant parce qu'en fait, il y a quand même des grosses différences entre ce qu'on appelle une association. Il n'y a pas de statut européen de l'association, ce qui pose en fait beaucoup de questions. Là, on parle euh, Enfin, voilà, c'est très lié aujourd'hui aux cultures de chacune des pays, aux cultures administratives, aux cultures, etc. Donc, faut être vigilant avec les comparaisons, ce qui n'empêche pas d'aller s'inspirer d'autres modèles. Euh, voilà. Par contre, moi, j'ai pas forcément de conseils à donner là-dessus. J'ai pas trop de choses. Je dis juste attention aux comparaisons parce qu'il y a des grosses différences entre les différents statuts à l'échelle européenne. Guillaume, est-ce que tu avais d'autres apports? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain, c'était la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'avais vu la question dans le chat. Ce qui est valable pas que seulement qu'en Europe, hein, parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux sur euh, les associations, ou en tout cas les non-profits, donc les organisations à but non lucratif, aux États-Unis, au Canada et en Australie, et on voit que c'est tout à fait différent. À la rigueur, les associations les plus proches des associations françaises, on les retrouve plutôt en fait au Japon, par exemple. Bon, on est sur vraiment des choses tout à fait euh, différentes. Même si c'est toujours facile de dire ça, mais je trouve que plutôt que de s'inspirer d'autres modèles, il faut essayer de se poser au fond la question de avec quel dispositif nous, membres actuels, on se sentirait les plus à l'aise. Et donc, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, la loi de 1901 permet d'avoir beaucoup de liberté sur la gouvernance. Donc, au fond, on peut se permettre d'innover. Tout ce qui a été dit dans le chat sur les modalités effectivement d'animation un peu différentes peuvent être des combinaisons à aller chercher. La dernière chose que je voulais dire, c'est que le modèle en fait Assemblée générale, conseil d'administration, bureau, c'est ni plus ni moins en fait qu'un copier-coller des assemblées générales d'actionnaires, conseil d'administration, etc. L'autre moyen, c'est d'avoir une gouvernance un peu
un peu différente. Donc, parce que ça, c'est une gouvernance moniste, il y a une gouvernance dualiste, c'est-à-dire avec un conseil de surveillance et un conseil, on va dire, plus exécutif. Et donc ça signifierait qu'il y a deux élections avec finalement quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui agit. Là aussi, c'est quand même beaucoup de lourdeur, alors qu'on a déjà du mal à trouver du monde pour un seul conseil. Mais en tout cas, il faut savoir que ça existe, c'est ce qu'on appelle une gouvernance dualiste, et qui peut être assez intéressant. Merci. Et peut-être enfin, une toute petite question auquel je réponds rapidement et après je vous redonnerai la parole pour une plus large. Il y avait une question sur est-ce que finalement, quand il y a une direction salariée, euh, il peut encore y avoir une vraie présidence en fait. Donc, juste pour dire que là-dessus, pour former et accompagner une diversité d'associations, il y a vraiment des réalités extrêmement différentes, au sens où, ça fera peut-être le lien avec la question plus large ensuite, on peut avoir des associations extrêmement professionnalisées où le leadership, en fait, va être quand même très porté par l'équipe salariée et potentiellement en particulier par les personnes à la direction qui vont devoir se référer quand même à des instances, mais avec finalement des instances qui sont plutôt vécues comme des chambres d'enregistrement de ces équipes salariées-là. C'est souvent des associations où il y a relativement peu de bénévolat aussi, à cause de cette professionnalisation dont je parlais. Mais on va aussi avoir des associations où, pour le coup, la présidence, qu'elle soit vécue par une personne seule ou par un collège, peut vraiment incarner un cap politique. Donc là, ça va quand même renvoyer à des cultures associatives, à des projets associatifs et aussi à une manière de penser l'organisation de l'association en articulant ces deux forces vives que sont les bénévoles et notamment les dirigeants et les salariés et notamment leur direction. Voilà, mais donc la question plus large qui vous permettra peut-être de compléter sur ce point-là, Guillaume et Sylvain, c'était est-ce qu'on observe des cas d'association avec une gouvernance en fait assez fantôme, c'est-à-dire qu'elle est peu sollicitée et dans ce cas-là, quelles en sont les raisons? Donc là, on a pas mal parlé par exemple, de la surprofessionnalisation qui dépouvoirise la gouvernance. Est-ce que vous voyez d'autres raisons potentielles de cette tendance-là? Mais, très, très rapidement, Sylvain, avant de te donner la parole, mais la question de la professionnalisation, ouais, on peut la voir aussi dans le sens où, encore une fois, la plupart des dirigeants bénévoles et des dirigeants de bénévoles ne sont pas forcément des spécialistes de la gestion, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est au-delà de la professionnalisation, c'est que on s'appuie sur les personnes compétentes. Donc ça répond à la question précédente, c'est que c'est la question du binôme. Ce n'est pas parce que je ne suis pas compétent sur un sujet que je ne peux pas avoir un avis justement de dirigeant. Et donc c'est aussi le management derrière. C'est quelle place on laisse à des salariés, c'est-à-dire est-ce qu'on veut qu'ils proposent déjà des solutions toutes faites ou bien est-ce qu'on il s'agit plutôt d'élaborer des scénarios, des options, etc. Pour ce qui est des gouvernances fantômes, elles peuvent être aussi, sans parler de la question des salariés, elles peuvent être aussi du fait de l'hégémonie d'une seule personne. C'est le cliché un peu d'un fondateur ou d'une fondatrice qui ne veut pas partir et qui a la main mise sur toute l'association, hein. D'ailleurs, tout à l'heure dans la liste, hein, quand j'ai parlé des destructeurs, ce sont souvent en fait les fondateurs et les fondatrices qui finalement préfèrent, c'est moi après moi le chaos finalement, préférer que l'association ne tienne pas la route plutôt que de lâcher la barre finalement. Donc ça peut être ça. Et puis le dernier point, c'est lorsque finalement au fond le, la gouvernance n'est plus enfin, on va dire, répond à des donneurs d'ordre et ça répond à la question de la place justement des partenaires dans la gouvernance. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, quelle autonomie reste-t-il à une association quand ses financeurs ou ses partenaires sont excessivement puissants? Et ça, c'est un élément qui est important et qui pose question justement sur la place aujourd'hui
de la redevabilité des associations vis-à-vis de leur financement, etc. Donc il peut y avoir, enfin, ce ne sera pas une gouvernance fantôme au sens où c'est une chambre d'enregistrement, mais ça sera une gouvernance fantôme au sens où elle n'aura plus d'initiative, puisqu'elle devra juste répondre à des injonctions de partenaires extérieurs. Merci. Est-ce que Sylvain, tu avais un apport? Non, non, bah, pas beaucoup plus, mais juste rappeler, enfin, entre CA et direction, on est quand même dans un jeu où c'est au bon vouloir des uns et des autres. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aime bien à dire, c'est que le CA est là pour donner les moyens aux salariés, à l'équipe salariée, aux dirigeants, aux directeurs, pardon, euh, de travailler, de mener les actions de l'association. Et à l'inverse, la direction doit donner les moyens de la prise de décision au conseil d'administration. Et donc, en fait, on voit, c'est une articulation où il y a un enjeu à ce que chacun respecte sa place et soit en capacité de nourrir l'autre pour la prise de décision. Et c'est cet équilibre-là qui est à trouver, à encadrer et à bien structurer pour éviter les dérives. Mais les dérives sont nombreuses malgré tout. Enfin, là, on en cite quelques-unes. Enfin, si on pense par exemple dans le secteur culturel à certaines compagnies qui voilà, vont confondre un projet artistique avec un projet associatif et trouver effectivement des administrateurs fantômes pour pouvoir être plus autonomes sur la gestion de la compagnie. Euh, voilà, en fait, il y a pas mal de cas d'espèces qui posent question, mais la question, enfin, l'enjeu, c'est est-ce qu'on est bien sur un projet collectif et du coup, est-ce que on se donne collectivement les règles du jeu et on les encadre pour qu'elles soient respectées par toutes et tous, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Euh, pour tous ceux et celles qui auraient envie encore de réfléchir à l'articulation salarié-bénévole, ça tombe bien parce que donc on a un webinaire lundi prochain qui est complètement dédié à ce sujet. Donc voilà, il y aura à la fois des décryptages juridiques et puis aussi des apports méthodologiques pratiques sur comment est-ce qu'on peut à la fois permettre à chacun de trouver sa place et également comment est-ce qu'on fait équipe, parce qu'au fond, c'est bien un projet collectif, donc ça nécessite de faire équipe au-delà des statuts. Et puis, le dernier webinaire, pour rappel, ce sera sur la formation des bénévoles, que ce soit des bénévoles de terrain ou des bénévoles de gouvernance aussi, puisqu'on s'est bien dit, ben, finalement, les personnes, elles viennent par engagement. Euh, Parfois, ça les amène à devoir se positionner sur un certain nombre de sujets techniques ou de développer des compétences particulières. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place ces plans de formation en interne? Voilà, donc il reste bien sûr possibilité de s'inscrire. Et je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention et vos nombreuses questions. Ça a rendu ces échanges vraiment intéressants. Bonne journée à tous et à toutes.